Alexa Lavoie pour Rebelle News et aujourd'hui, je vous offre une mise à jour sur l'affaire Patrick Provost. J'ai eu la chance de le rencontrer lors d'un événement pour Christine Anderson vendredi dernier, le 24 février. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire du professeur titulaire Patrick Provost, laissez-moi vous expliquer brièvement. Monsieur Provost est un professeur et chercheur en ARN messager à l'Université Laval. Plusieurs de ses recherches et découvertes ont contribué à l'avancement de la recherche et ont été saluées par ses pairs. Durant la pandémie, M. Provost a soulevé des préoccupations vis-à-vis la vaccination à ARN messager et surtout le risque-bénéfice pour les enfants. Le 7 décembre 2021, M. Provost a pris part à une conférence avec plusieurs médecins et scientifiques produite par Réinfo-COVID qui a été diffusée sur les diverses plateformes des médias sociaux. Dû à une plainte déposée à son égard par un de ses collègues de son axe de recherche, ce dernier fut suspendu pendant 8 semaines sans salaire le 14 juin 2022. Le 14 juillet suivant cette suspension, Patrick Provost fut invité pour une entrevue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Dans cette émission, M. Provost a réitéré sa position sur la vaccination des enfants. 4 jours après l'émission de radio, une autre plainte a été déposée via le portail de l'Université Laval contre ses propos. La plainte, cette fois citoyenne, fut jugée recevable et un comité d'enquête a été mis sur pied le 25 octobre 2022. Ils ont jugé acceptable la plainte et ont suspendu le 23 janvier dernier M. Provost pour une durée de 4 mois sans salaire. Patrick Provost, avec l'aide de son syndicat, la SPUL, ont déposé un grief contre les décisions de l'Université Laval sur les suspensions du professeur. Au total, 10 jours d'audience se tiendra devant un tribunal d'arbitrage présidé par Rosaire Hood afin d'entendre le grief déposé par M. Provost qui vise à contester la validité de la suspension du durée de 8 semaines sans salaire imposée par l'Université Laval. Récemment, Patrick Provost faisait face à une 3e plainte qui aurait probablement conduit à son congédiement, dû à un article scientifique publié en pré-publication dans la revue Research Square. Suite à cela, M. Provost a donné sa version des faits aux représentants de l'Université Laval pour ensuite être blanchi de ces accusations le 14 février dernier, soit le lendemain que l'Université Laval ait reçu une copie d'une lettre en soutien à Patrick Provost, écrite et signée par 281 professeurs de l'Université Laval. Aujourd'hui, il nous explique ce qui se passe avec son dossier. We stand for freedom of speech. Pouvez-vous un petit peu nous expliquer qu'est-ce qui se passe avec votre dossier? Oui, certainement. Donc, le dossier est de plus en plus complexe, je dirais. Donc, après une carrière quand même relativement tranquille de 21 ans à l'Université Laval comme chercheur, dans la dernière année, j'ai eu 6 plaintes. Donc, elles sont maintenant toutes réglées. Donc, les plus marquantes sont la première suspension de l'été dernier, 8 semaines sans salaire. Ensuite, une autre plainte a mené à une suspension de 4 mois sans salaire. Et la dernière plainte, la 6e, qui a été déposée là, au début de l'année et qui devait mener à mon congédiement, a finalement laissé tomber par l'Université Laval. Donc, ça marque un retournement de situation. Et en fait, la décision m'a été annoncée le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin. Donc, c'est un petit coup de cœur de l'Université Laval à mon endroit. Et en fait, ça survenait le lendemain qu'ils aient reçu une lettre signée par 281 professeurs de l'Université Laval qui m'appuyaient. Donc, j'aime à penser que cette pression-là, créée par la solidarité des professeurs à mon endroit, a probablement joué un rôle important là, dans la décision de l'Université Laval de laisser tomber cette dernière plainte-là. Qu'est-ce qui s'en vient là, pour les prochains mois, que je vais dire, parce que c'est en termes de mois qu'on parle? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, là? Donc, les 2 suspensions, ils font l'objet de griefs qui vont être débattus devant un arbitre et ça va commencer à la fin mars avec certaines représentations de la part de l'Université Laval qui veut, comme en quelque sorte, définir certaines conditions de l'arbitrage et qui devrait prendre son envol plus à la fin avril. Et c'est supposé de s'échelonner peut-être jusqu'à la fin de l'année 2023 et nous amener avec une décision là, vers peut-être au début du printemps 2024.
Donc, ça mène presque 2 ans après la première suspension. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, toute cette investigation-là pourquoi 2 plaintes à votre égard? Donc, il y a plusieurs facteurs. Hein. Il y a le climat social dans lequel on vit, hein, où est-ce que les gens, quand ils sont heurtés un peu dans les croyances, ils vont porter plainte plutôt que chercher à comprendre. Donc, j'ai la difficulté avec le fait qu'on m'impose ces suspensions-là, un total de 6 mois pendant la dernière année, qui me font perdre la moitié de mon salaire annuel pour avoir prononcé des mots. Hein, j'ai pas été violent, j'ai pas rien fait d'illégal, j'ai seulement prononcé des mots et là, on me conduit devant un processus là, qui a complètement bouleversé ma vie au cours de la dernière année. Est-ce que vous pensez que c'est dû au fait qu'il y ait vraiment une grande pression au niveau non seulement des enseignants, mais aussi de la part de plusieurs autres personnes qui sont de votre côté? Pensez-vous que c'est pour ça que l'université est en train de se rétracter? Bien, c'est l'impression que ça donne. Hein? Donc, ils sont passés à des sanctions très sévères à l'abandon de plainte. Donc, c'est une tendance qui est quand même encourageante. Ça reste à se voir là, dans les prochaines semaines, prochains mois, s'il va y avoir d'autres plaintes à mon endroit, parce que moi, de mon côté, je vais continuer de faire des sorties publiques, toujours de manière aussi rigoureuse et pertinente. Donc, on va voir ce qui va survenir à ce moment-là. Ça vous fait pas peur que, justement, le fait qu'ils prennent n'importe quelle plainte en considération, que là, maintenant, n'importe quel groupe affilié pour être contre vous pourrait tout se mettre à faire des plaintes à votre égard? Oui, mais en fait, c'est pas seulement moi, c'est n'importe qui, n'importe quel prof d'université, à l'Université Laval à tout le moins, peut faire l'objet de commentaires simples, de citoyens qui sont pas d'accord avec ce que le professeur va dire. Et s'ils les soumettent à l'Université Laval, ils vont considérer ça comme des plaintes recevables. Et là, le processus, ce qui est dangereux là-dedans, c'est que le processus c'est un processus où l'Université Laval est juge et partie. Et évidemment, il y a des biais qui peuvent s'installer. Il peut y avoir des abus aussi. Et là, ça peut mener à des suspensions sans salaire et même au congédiement de professeurs de carrière avec des carrières de 20-30 ans à l'université qui est remplie de succès. Et ces professeurs-là, ils sont impliqués dans l'enseignement, dans la recherche, dans la formation de la relève, la formation d'étudiants qui vont développer les esprits critiques. Donc, c'est vraiment important et c'est très inquiétant, en fait, cette façon-là de gérer les commentaires de citoyens par rapport à la mission universitaire qui vise davantage à acquérir, à transmettre des connaissances, plutôt que pénaliser des professeurs pour avoir tenté de justement communiquer au grand public. Plusieurs personnes se questionnent sur, qui s'occupe de votre cas et qu'est-ce qui arrive avec ces deux plaintes-là, en fait? C'est quoi le processus? Bien, le processus, en fait, consiste à recevoir la plainte et là, l'exigence pour qu'elle soit recevable est vraiment minimale. Et donc, dans mon cas, ils aiment accepter les plaintes, donc les juges recevables. Ensuite, ils me demandent de donner ma version des faits. Donc, sans jamais entrer dans des discussions, des échanges ou des réponses de questions. Donc, je fais juste parler devant des gens qui prennent des notes. Et ensuite, mes réponses ne sont pas jugées satisfaisantes. L'Université Laval met sur pied un comité d'enquête, donc présidé par un avocat et ayant recours à 2 experts qui sont des professeurs d'université comme moi. Et là, tu vois la façon que le processus est biaisé et où l'Université Laval est juge et partie, c'est qu'elle va chercher les experts qui vont défendre sa position. Et là, elle les place, en les incorporant dans un comité d'enquête, elle les place en position d'autorité sur moi, alors que ce sont des collègues avec une formation, certes différente, mais semblable à la mienne. Alors, au lieu d'avoir un débat égal à égal, l'Université Laval positionne ces professeurs-là en position d'autorité sur moi. Et donc, c'est de cette façon-là qu'ils vont pouvoir imposer leur parole ou leur opinion sur la mienne. Et étant donné qu'évidemment, on n'a pas la même opinion, eh bien, ils vont dire, c'est comme ça qu'on va vous sanctionner, professeur Provost, parce que vous ne partagez pas notre opinion. Donc, c'est un processus qui est biaisé de A à Z, où l'employeur est le seul partie prenante. Et évidemment, j'ai peu d'espoir de voir justice être rendue dans ces conditions-là.
Est-ce que vous trouvez que c'est un peu une répression scientifique? Ah oui, tout à fait. Toute la démarche prise à mon encontre, là, ça vise clairement à me faire taire les paroles que je prononce, parce que c'est quand même seulement pour des mots là, qu'on m'a suspendu. Donc, ils veulent vraiment me faire taire parce que ma parole dérange. Mais, encore une fois, je me base toujours sur l'analyse de données officielles du gouvernement, sur des publications scientifiques. Et le gouvernement, quand il dit qu'on suit la science, ben je suis désolé, mais il suit la science d'à peu près 1 an, avec 1 an de retard. Hein? Et ça, on l'a vu dans plusieurs des mesures qui ont duré beaucoup trop longtemps. D'ailleurs, il y a encore des bureaux à Québec où j'habite, il y a des bureaux du gouvernement du Canada qui exigent le port du masque, alors qu'il n'est plus obligatoire nulle part ailleurs dans la société. Donc, pourquoi porter un masque à cet endroit-là, alors qu'ailleurs, on ne le porte pas du tout? Donc, c'est ça. Donc, c'est important, en tout cas, dans mon esprit à moi, c'est important pour les scientifiques, pour les professeurs d'université comme moi, de sortir sur la place publique, d'intervenir, de communiquer au grand public les préoccupations qu'on a, les questions, pour justement susciter et participer au débat. Et c'est comme ça, grâce au débat, qu'on peut avancer comme société, qu'on peut trouver la meilleure façon de vivre ensemble et que les décisions soient prises, qui soient les meilleures pour la population. Pensez-vous qu'il font de vous un exemple? Ah, c'est clair. C'est clair dans mon esprit. Le fait de me sanctionner de cette façon-là, ça montre à tous les professeurs de l'Université Laval et tous les professeurs d'université où est-ce que la situation vient qu'à être connue. Et regardez, là, si vous vous prononcez à l'encontre du narratif, vous allez subir des pertes de salaire importantes et des suspensions et des tâches à votre dossier. Et mes collègues, ils sont très sensibles à ça et ça les amène à s'auto-censurer. Et d'ailleurs, il y a une lettre des professeurs de l'Université Laval qui a été signée par 281 d'entre eux. Et il y a de mes collègues qui m'ont avoué ne pas l'avoir signé, par crainte justement d'avoir des représailles. Et c'est quand même assez incroyable parce que c'est une lettre qui était destinée à la haute direction de l'Université Laval. Et donc, il y a des collègues qui ont des postes de professeurs au sein de l'Université Laval qui n'ont pas accepté, ils ont eu peur de simplement mettre leur signature au bas d'une lettre qui visait à m'appuyer. Vous voyez, si les profs d'université n'ont plus cette liberté-là et craignent pour leur poste, craignent pour leur rémunération, pour leur carrière, pour toutes sortes de raisons, ils n'osent pas se prononcer, bien, c'est l'autocensure. Et donc, un prof qui est payé par les fonds publics, qui est assis dans son bureau puis qui s'autocensure, il ne rend pas service à la société. Comme vous le savez, ces experts scientifiques et même les médecins, nous voulons les entendre. Nous avons besoin de leur expertise en la matière. Donc, nous voulons arrêter la censure. Si vous voulez, vous pouvez signer notre pétition à stopmedicalsilencing.com. Signez la pétition, mais aussi partagez-la. Merci.